Bonjour Stanislas. Bonjour Pascal. Alors on va parler dans cette petite vidéo de VHDX partagé entre machines virtuelles. Donc c'est-à-dire l'idée derrière ça, c'est de faire du cluster entre différentes machines virtuelles. Tout à fait Pascal. En fait, si on faisait un petit retour dans le passé, si on parlait de mise en cluster de machines virtuelles, qui dit mise en cluster dit stockage partagé. Donc je rappelle, un cluster est composé de plusieurs nœuds, plusieurs machines physiques ou virtuelles, qui ont un accès commun à un partage, enfin à un espace de stockage. Basiquement, souvent on parle de SAN d'ailleurs. Donc si on veut mettre des machines virtuelles en cluster, on sait le faire en fait depuis Hyper-V de 2008, avec un SAN qui est sur technologie ISCSI. C'est-à-dire en gros du SCSI embarqué, des trames SCSI embarquées en fait sur de l'Ethernet, donc du réseau standard. Donc ça veut dire qu'effectivement, depuis Hyper-V de 2008, on peut avoir des machines virtuelles qui ont des cartes réseau et qui vont se connecter en fait à une BSAN en ISCSI. Depuis Hyper-V de 2012, on est capable également d'attacher à une machine virtuelle en fait un SAN de type fibre channel, avec une connexion de type fibre channel. Donc ça par contre c'est un petit peu différent de la technologie SCSI, ça nécessite d'avoir sur l'hôte de virtualisation des cartes HBA, donc des cartes fibre channel qui seront raccordées en fibre channel à la BSAN. Et dans la machine virtuelle, on va avoir une carte paravirtualisée de type Virtual HBA qui va venir en fait se mapper en fait sur le contrôleur physique fibre channel qui lui est connecté au vrai SAN en physique. D'accord ? Voilà, donc ça c'est déjà quelque chose de très nouveau dans Windows Server 2012. Et maintenant, il y a une nouveauté encore plus récente. Encore plus récente, dans 2012 R2, on offre une troisième option en fait pour accéder à du stockage partagé entre deux machines ou plus virtuelles pour créer un cluster. C'est le shared VHDX, on va dire VHDX partagé en français. Donc l'idée en fait c'est que chaque machine virtuelle va voir le disque partagé comme étant un disque de type SAS. Donc dans les propriétés du Device Manager de la VM, on va voir un disque partagé de type SAS. Le disque, on peut le partager sans forcément présenter un LUN, zéro souci là-dessus, et on peut utiliser un disque dur VHDX, soit de taille fixe, soit plus intéressant parfois de taille dynamique, qu'on peut faire agrandir ou réduire au besoin. Mais uniquement un VHDX, donc pas un VHD ? Non, d'où le nom, shared VHDX, et non pas shared VHD. Donc c'est-à-dire effectivement un fichier VHDX. Donc du coup, tu le comprends, ça va avoir également un impact en termes de systèmes d'exploitation qui vont supporter cette fonctionnalité-là. Et oui, tout à fait. Donc au niveau de l'OS supporté dans les machines virtuelles, il faut qu'elle puisse s'adresser, enfin reconnaître déjà ce disque SAS virtuel, ce VHDX partagé qu'elle verra comme un disque SAS. Et donc pour ce faire, il faudra qu'elle soit soit en Windows Server 2012 R2, ce qui est assez logique, c'est une fonction qui vient avec, soit avec Windows Server 2012, mais après la mise à jour des services d'intégration Hyper-V. Donc c'est une opération qui est très simple, qui se fait quasiment automatiquement lorsqu'on upgrade nos serveurs Hyper-V. Mais il faut la faire. Donc il faut imaginer donc, du coup, ces deux machines virtuelles. Si je ramenais ça à l'environnement physique, on aurait deux serveurs qui seraient raccordés avec une connexion SAS en fait, à une baie, par exemple JBOD. Et puis du coup, ils auront un accès tous les deux sur la baie. Et le mécanisme qui permet du coup de voir la baie par les deux machines en simultané s'appelle le cluster. Et là, on est réellement dans la même configuration. On va avoir deux machines virtuelles qui vont être configurées chacune avec le même disque VHDX, qui seront activées pour être partagées et qui auront installé le cluster, chacun, les fonctionnalités de cluster dans chacun des systèmes d'exploitation 2012 R2. Voilà, donc avant de voir exactement comment ça se passe pratiquement dans une démonstration, rappelons simplement quelques points de compatibilité. Donc il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire dans une configuration de type cluster avec un VHDX partagé, notamment on ne peut pas faire de réplica Hyper-V d'une machine virtuelle qui serait dans un tel cluster à base de VHDX partagé. On peut faire des imports-exports, mais il faut faire très attention au fait que dans le cas d'un export, le VHDX partagé ne sera pas exporté. Non. Et donc, réciproquement, quand on fera un import, il faudra réattacher ce fameux VHDX partagé et puis le repartager, enfin se remettre dans les mêmes conditions qu'au départ. Au niveau des checkpoints, donc un checkpoint, je rappelle pour mémoire, c'est une petite histoire, c'est le nouveau nom des snapshots Hyper-V. Donc c'est la sauvegarde d'un état d'une machine virtuelle dans un état donné. Et donc pas de checkpoint sur une machine virtuelle qui ferait partie d'un tel cluster.
Et puis pour ce qui est de la sauvegarde et la restauration, hein, comme tu sais, au niveau d'un operating system qui serait invité, lorsqu'on va faire une sauvegarde de la machine virtuelle, on va au niveau de cet OS faire un snapshot du disque avant de faire déclencher la sauvegarde. Et donc le fichier VHDX partagé ne fera pas partie du snapshot VSS en question, ce qui est un petit peu logique puisqu'on aurait plusieurs machines virtuelles qui seraient impactées par le snapshot de la VSS du VHDX partagé. Donc il ne fait pas partie du snapshot. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on peut voir dans la pratique comment ça se passe. Tout à fait. Alors, j'ai un environnement qui est relativement simple avec un petit cluster. En fait, alors, une chose qu'on n'a pas dit dans les slides, à tort d'ailleurs, c'est que le stockage de ce fameux fichier VHDX partagé ne peut être fait que sur 2 types de techno et uniquement 2 types de techno. C'est-à-dire que soit on va stocker ce VHDX directement sur un SAN, c'est-à-dire un stockage réseau qui est accessible par un cluster. Tout à fait. Soit on va le stocker sur un partage de fichiers qui est servi par un Scaled File Server, c'est-à-dire un serveur de fichiers actif. C'est une des nouvelles fonctionnalités de 2012 et 2012 R2. Donc le stockage de ce VHD ne peut être fait, donc son emplacement ne peut être qu'un Scaled File Server ou un volume qui est sur un SAN. Parce qu'on s'en doute bien, on est en train de faire, le but d'un cluster c'est de la haute disponibilité. Donc si on dit on va stocker ce disque localement sur une machine, si la machine a un problème, tout le cluster est vautré. Ça serait un peu ballot. Ça serait un petit peu ballot. Alors que par définition, un Scaled File Server, c'est déjà un cluster, donc il est déjà à redondance. Et quand on est sur une BSAN, on sait que la BSAN a des mécanismes de redondance également. Donc c'est-à-dire qu'en termes de support, on ne peut pas utiliser et mapper, connecter un disque partagé VHDX s'il n'est pas stocké sur un Scaled File Server ou stocké sur un SAN. Donc, si on prend j'ai un cluster ici qui utilise cette technologie du partage VHDX. Donc j'ai deux nœuds. Donc le premier s'appelle nœud R2-11, le deuxième s'appelle nœud R2-21. Si je regarde les propriétés de cette machine-là, donc je retrouve bien ici mon disque système qui est stocké localement sur mon hyperviseur. Et ici, j'ai mon disque partagé qui, comme tu peux le voir ici, est stocké sur un partage de fichiers SMB3 de type Scaled File Server. En plus, je l'ai bien appelé comme ça, mon SOFS R2-1. Et là, effectivement, j'ai un fichier VHDX. Si j'ouvre les propriétés avancées de mon disque dur, ici, on voit que j'ai coché la case « Activer le partage du disque dur virtuel ». Et là, on précise bien, effectivement, ici qu'il faut que j'installe le cluster, etc. D'accord ? Maintenant, si je vais sur la deuxième machine, qui est la R2-21, là encore, je retrouve exactement ce même disque dur. Là encore, accéder via un partage SMB sur un Scaled File Server. Et là encore, ici, j'ai activé le partage du disque dur virtuel. Et c'est bien le même VHDX. Et c'est bien le même fichier, en fait. Ouais. Du coup, quand on va regarder le cluster, donc ici, j'ai bien mes 2 nœuds. Le stockage, et bien ici, j'ai un disque dur qui correspond en fait à ce disque dur virtuel. Donc il est bien vu par les deux machines et qui est un CSV tout à fait classique. Au passage, le Scaled File Server est ici. Donc c'est mon deuxième cluster ici qui expose en fait un nom, / quelque chose. Donc ça c'est un cluster standard qui est sur base ISCSI. Et le deuxième, qui ressemble fortement avec ces 2 nœuds, en fait, le disque qui est partagé ici, c'est simplement un disque dur virtuel de type SAS en fait, qui est placé dans la VM. Voilà. On pourrait d'ailleurs aller faire un petit tour dans la VM pour voir comment il apparaît. Peut-être pas pris la meilleure résolution, mais c'est pas grave. Donc là, je suis sur un des nœuds en fait de mon cluster. Et dans les disques, je vois bien 2 disques en fait. Donc 2 disques virtuels.
Le premier, c'est le disque utilisé par le système. Le second, c'est le disque en fait qui est utilisé en fait, qui est le disque virtuel partagé. On va les regarder. On les voit ici. Et là, effectivement, on voit mon disque ici, alors qu'il y a une petite indication colorée, parce qu'en fait, c'est un disque dans un cluster, donc l'outil, en fait, comprend qu'il y a des particularités. Mais voilà, donc on a bien les deux disques, en fait, qui apparaissent ici, et qui sont, en fait, les deux disques, le système, plus le disque virtuel de type SAS, qui est partagé entre les deux VM. Voilà. Et là, j'ai bien mon cluster qui est monté là-dessus. Voilà. Donc super, c'est un moyen supplémentaire de faire de la haute dispo de façon assez très simple. Et de faire des clusters en fait dans un environnement virtualisé sans utiliser un SAN en ISCSI ou un SAN en fibre channel. C'est une autre façon entre guillemets, de créer du cluster. Attention quand même aux particularités, c'est qu'il faut avoir du Windows Server 2012 avec les integration services qui sont bien installés et mis à jour, ou du 2012 R2. Merci Stanislas. C'est Pascal. Et à bientôt.